Je rappelle simplement que causa mundi, donc causa pour raison du monde, c'est pas la cause du monde au sens une grande cause. On aurait pu mettre ratio mundi par exemple, mais ça sonnait moins bien. C'est causa au sens de la cause, l'explication du monde, puisque causa mundi n'est pas une organisation écologiste. L'idée, c'est d'inciter les gens à penser et à répondre à la question, mais qu'est-ce qu'on fout sur Terre, bordel ? Voilà, le bordel n'est pas obligatoire, je le reconnais, c'est juste une intonation. Et voilà, la question qui se pose aujourd'hui, c'est l'intelligence humaine est-elle intrinsèquement limitée ? C'est une vaste question, mais je pense qu'on aura la réponse. Et je voulais remercier nos deux spécialistes qui, sans nous connaître, puisque nous existons depuis 15 jours, grosso modo, nous font l'amitié de venir parler. Nadira Gallois, qui est chercheuse en sciences cognitives à l'Université du Maine, donc au Mans. Et Sylvain Hanneton, du laboratoire de psychologie de la perception, qui se trouve où ? À Paris, d'accord. Et qui dépend d'une université ? Paris 5. Diderot, donc, c'est ça ? Descartes, merci. Descartes, nous allons parler de Descartes. Alors, pour répondre à cette question, alors moi, ce que je fais simplement, c'est l'introduction. J'accepte qu'on me corrige, qu'on ne soit pas d'accord avec moi, qu'on me vole dans les plumes, ça ne me gêne pas du tout. Et ça me gênerait si vous êtes convaincu que je dis une bêtise et si vous ne le faisiez pas. La première chose, c'est que pour savoir si l'intelligence humaine est intrinsèquement limitée, il faut définir l'intelligence humaine. Il faut définir déjà l'intelligence et peut-être le séparer d'autres concepts qui lui sont proches, comme la pensée, l'âme, la conscience. Et cette question de la pensée humaine, de comment fonctionne la pensée, a préoccupé les philosophes, notamment à partir du XVIIe siècle. On peut penser à Hume, qui est un auteur majeur dans ce domaine. On peut penser bien sûr à Descartes. On peut penser à John Locke. John Locke a marqué son temps parce qu'il a écrit un premier ouvrage qui a fait sensation en Europe et qui a été rédigé en anglais, je crois, et qui s'appelle Essay on the Human Understanding, où il explique comment, selon lui, fonctionne l'esprit, puisqu'on ne parlait pas vraiment de cerveau à cette époque-là, et comment on acquiert les connaissances. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas citer non plus, même s'il est plus tardif, c'est plutôt le 19e siècle, Emmanuel Kant, qui va s'en prendre un petit peu à Descartes, et qui va faire toute son œuvre pratiquement en grande partie en tout cas, sur cette question-là. Alors, je vous incite, non pas à lire, parce que c'est très fastidieux, mais à écouter sur YouTube des comédiens qui lisent, donc c'est à l'attention des malvoyants, et ça permet de penser et de comprendre ce qu'ils disent, beaucoup mieux que si on lit, on n'est plus trop habitué à lire de grands ouvrages, mais à faire cela sur un certain nombre d'ouvrages majeurs de la philosophie, notamment bien sûr le discours de la méthode, mais aussi le monde comme volonté ou comme représentation, ou la critique de la raison pure. Et en fait, quand on fait cet exercice-là, moi je fais souvent 2 fois par semaine Paris-Toulon, donc j'ai beaucoup de TGV, je le fais, et on est assez consterné en réalité. On est consterné par le caractère péremptoire des affirmations, par le fait qu'ils décident d'eux-mêmes de certaines choses. Si vous prenez Nietzsche, il décide que la vie est mue par la volonté de puissance, on ne sait pas pourquoi, il a décidé ça. Et aussi par, évidemment, enfin ce n'est pas leur faute, mais par toutes les connaissances que nous avons accumulées depuis cette époque et qu'ils n'avaient pas. Alors il n'était pas conscient du modèle standard en physique, par exemple, bien entendu, mais il n'était pas conscient non plus de l'évolution qui change énormément de choses, notamment dans la fabrication du cerveau. Et on voit non seulement comment la pensée a évolué, mais comment la façon de structurer ce type de discours a évolué aussi, puisqu'aujourd'hui, quand on écrit ce genre d'œuvre, on s'attend à être attaqué, et du coup on est moins péremptoire, parce que la polémique s'est généralisée un peu partout, notamment maintenant, on peut pas dire l'inverse. Alors, moi je vais faire une petite introduction, et je vais vous donner mon avis, mon humble avis de quelqu'un qui essaie de comprendre. Il me semble que l'intelligence a 3 dimensions. Voilà, elle a l'intelligence, la conscience, alors on va voir la différence entre l'une et l'autre. Elle a 3 dimensions. La première, c'est la plus évidente, c'est la dimension du sens. Ce qu'on appelle les productions de l'esprit. Alors les productions de l'esprit, ça peut être de la musique, de la philosophie, de la littérature, mais c'est simplement le fait d'avoir peur, de désirer ou de prendre une décision. C'est une production de l'esprit, c'est quelque part ce à quoi sert le cerveau. Et ce à quoi sert la pensée, c'est de produire de la pensée. La seconde, c'est une dimension environnementale et contextuelle. On ne pense pas ex abstracto, on pense dans l'environnement dans lequel on est, et cet environnement a fabriqué notre cerveau. Le cerveau est le fruit de millions d'années d'évolution, et il ne peut pas être extrait de la Terre et des conditions dans lesquelles il a été fabriqué, qui consistent à répondre à des stimuli, à réagir face à des prédateurs, à avoir de la compassion pour son groupe, les gens qui font partie de son groupe, etc. Et donc notre cerveau a été construit pour ça, il n'a pas été construit pour comprendre le Big Bang, et ça a certaines conséquences.
Donc ça, c'est la dimension environnementale et conceptuelle. Et le second, c'est le troisième, et on va en parler ce soir notamment, c'est la dimension physique. C'est que tout ça, c'est une réalité physique, exactement comme dans un ordinateur. C'est de l'électricité, ce sont des électrons qui se déplacent, et la pensée est une donnée physique. Et c'est cette donnée physique que nous allons voir, et nous allons nous demander si un ordinateur et un cerveau fonctionnent finalement de la même manière, parce qu'ils ont un point en commun, c'est qu'ils utilisent l'électron, ils utilisent l'électricité. Alors, l'intelligence et la conscience. Si je suis conscient, est-ce que je le suis à 100%? Est-ce que la conscience, je dors, je ne suis pas conscient, ou je suis mort, et je suis vivant, je suis conscient. C'est switch on-off. Si je suis on, je peux tout comprendre. Ce qui signifie qu'une poule qui a un cerveau peut aussi se dire « je peux tout comprendre ». Rien n'est inaccessible aux poules. Après tout, elles pensent, elles se déplacent, elles prennent des décisions, elles ont peur, etc. Alors n'importe quel neurologue vous dira non. Les gens qui sont atteints au stade précoce de maladie d'Alzheimer ont un état de conscience diminué, et ils comprennent un certain nombre de choses, mais ils ne comprennent pas tout. Un enfant ne comprend pas tout ce que peut comprendre un adulte. Nous-mêmes, à des stages différents de la vie, nous n'avons pas les mêmes capacités de compréhension, parce que nous n'avons pas la même expérience, parce que nous avons mûri, parce que notre cerveau a vieilli, etc. Il est des décisions qu'on prend quand on est jeune, et on se dit « mais qu'est-ce que j'ai été con? Pourquoi ai-je fait cela ?» Eh bien, j'ai fait cela, et pourquoi Marie-Laure était magnifique, elle était adorable, pourquoi je l'envoyais balader? Eh bien, je ne me comprends pas aujourd'hui, parce que je ne suis plus le même. Nous changeons, nous ne sommes plus la même personne au cours du temps, et notre personnalité, et donc notre conscience, notre état de conscience évolue. Et d'ailleurs, ça pose une question sur l'âme, qui est aussi une donnée un peu proche de la conscience. L'âme, c'est la survie de la conscience dans l'au-delà. Il y a un caractère religieux, eschatologique, mais quelle âme veut-on sauver? Si l'âme doit survivre, est-ce que c'est l'âme de l'enfant? Est-ce que c'est l'âme de l'adulte? Vous savez, quand je reverrai ma grand-mère au paradis, me disait-on quand j'étais enfant, mais je vais voir une mamie ou je vais voir une jeune fille de 25 ans? Et là, en fait, l'âme, c'est la conscience, bien entendu, et la conscience, elle est faite pour exister sur Terre, aujourd'hui, maintenant, dans les conditions actuelles de la Terre. Si la Terre... Exactement comme le corps. Il n'y a aucune raison pour laquelle le corps, lui, serait adapté à la vie sur Terre, mais pas à la conscience. La conscience l'est évidemment, et à toutes les conditions de la Terre. Si la Terre avait le double de sa masse, nous serions écrasés par la gravité. Si la Terre n'avait pas de champ magnétique, notre peau brûlerait, et ainsi de suite. Donc nous sommes adaptés pour vivre aujourd'hui et maintenant dans les conditions actuelles, ce qui pose aussi la vie sur une autre planète qui devrait être totalement conforme à ce qu'est la Terre pour que nous puissions y vivre, par sa composition de son atmosphère, par sa masse évidemment, etc., etc., sa distance à son soleil, donc le niveau d'UV qu'elle reçoit, le fait qu'il y ait une couche d'ozone pour protéger contre les excès d'UV, etc., etc. Et puis bien sûr, entre adultes en bonne santé, on n'a pas le même niveau de conscience. Pour des raisons X, Y, Z, on ne va pas rentrer là-dedans, mais nous n'avons pas le même niveau de conscience. Alors quelle est la différence entre la conscience et l'intelligence? On peut dire que la conscience, c'est le fait de penser, par définition, mais c'est une intelligence qui est immédiatement utile. Je ne mets pas les mains sur la plaque électrique parce que je sais que je vais me brûler. Donc la conscience, et d'ailleurs c'est un bon test de conscience de soi, selon moi, plus efficace que le fait de voir si on a une tache sur le visage et qu'on commence à la retirer. Si la conscience, c'est l'intelligence immédiatement utile. Et l'intelligence, c'est le fait d'analyser une situation, de penser et ensuite de prendre une décision. Donc les deux sont évidemment liés. Il peut y avoir conscience sans... La conscience suppose un minimum d'intelligence, d'une certaine façon. Et l'intelligence est un fruit de la conscience. Alors, tous les animaux équipés d'un système nerveux central ont un état de conscience. Ils ont conscience d'eux-mêmes. Il suffit de plonger un chat dans une piscine et de lui foutre la tête dans l'eau pour voir que le chat a conscience de lui-même, puis il a conscience de la mort aussi. Alors, il n'a pas de théorie sur l'au-delà, je suis d'accord avec vous, mais il a une conscience de soi. Un moucheron est un animal remarquable. Moi, je suis fasciné par les moucherons. De temps en temps, il y a une petite bestiole qui arrive, et cette bestiole, qui est un miracle de micromécanique, est capable de prendre des décisions. Vous approchez la main, elle change de direction. Alors vous allez me dire, c'est un réflexe, prouvez-le. Le moucheron se reproduit. Le moucheron prend davantage de décisions dans sa vie que n'importe quel ordinateur le plus puissant au monde. Et ce serait intelligent de savoir, est-ce que, d'un point de vue de la puissance de calcul, quel est le plus puissant, le moucheron ou un supercalculateur, qui n'est jamais qu'un ensemble de circuits imprimés et de transistors. Je tourne la page. Parce que j'ai moins de mémoire qu'un ordinateur. Et nous allons voir quelles en sont les conséquences et pourquoi un ordinateur a plus de mémoire que nous et calcule plus vite et pense plus vite que nous.
Tous les animaux sont capables d'intelligence. Vous voyez des vidéos où un léopard est chassé dans un safari, il s'attaque au fusil, il a pris conscience que le danger vient du fusil. C'est une analyse qu'il a faite. Ce n'est pas l'évolution qui a créé le réflexe de dire à ce léopard « méfie-toi du fusil ». La femelle éléphant qui conduit le troupeau et qui cherche un point d'eau analyse la situation. Il en va de la survie de tout le groupe. Alors les éléphants sont évidemment parmi les animaux qui ont la psychologie la plus développée qui soit. Hein. Les chimpanzés, Anne Goodall a décrit la guerre de Gombe entre deux groupes de chimpanzés. C'est la guerre du Péloponnèse. Hein. C'est remarquable les tactiques qui sont mises en place, les haines, les chefs, des généraux, des sous-chefs. C'est la Légion romaine. L'araignée Portia, vous connaissez ? L'araignée Portia est d'une intelligence remarquable. Elle a des tactiques différentes pour s'attaquer à ses proies, qui sont d'autres araignées. C'est un peu un lion qui chasserait des tigres, l'araignée Portia. Et quand elle perd de vue sa proie, elle sait exactement où elle va pour la retrouver. Quid de l'homme ? Alors, donc là, on a tous vu Chicken Run, non ? Vous avez vu Chicken Run ? Dans Chicken Run, les poules, ce qui compte pour les poules, c'est qu'à 7 heures, il y a la bouffe et qu'il n'y a pas un renard qui traîne dans le coin. Mais les poules sont absolument inconscientes qu'on les élève pour les manger. Qui nous dit que nous ne sommes pas dans un poulailler ? Nous ne sommes pas le poulailler d'un monde supérieur. Nous n'en savons rien, nous ne pouvons pas le dire. J'ai une phrase d'Aldous Huxley dans l'ouvrage qui s'appelle « Contrepoint ». Comment sais-tu que la Terre n'est pas l'enfer d'une autre planète ? Nous ne sommes pas là, nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Nous ne savons pas s'il y a un après quoi que ce soit. Et voilà. Et nous sommes un peu dans la situation des poules. Donc il faut relativiser, je pense, notre statut et se dire que peut-être que nous ne sommes pas capables de tout comprendre. Il y a un terme qui est le terme d'agnosticisme qui aujourd'hui signifie « je ne crois pas en Dieu ». Les philosophes agnostiques ne se positionnent pas particulièrement par rapport à Dieu, ils pensent que toute la connaissance, la gnose, la connaissance, toute la connaissance du monde ne nous est pas accessible. Et Dieu ne fait pas effectivement partie du réel observable. Donc on a dérivé ce terme pour le limiter au fait de ne pas croire en l'existence de Dieu. Alors, pour conclure, nous avons des états différents de la conscience entre individus, des états différents de la conscience d'un même individu en fonction de son âge. Nous avons le même processus évolutif chez tous les animaux qui ont construit leur cerveau et le nôtre de la même façon, et nous partageons des ancêtres communs. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que si l'intelligence de la poule est limitée, la nôtre ne le soit pas. Enfin, nous sommes des êtres conjoncturels. Toute naissance est un événement extraordinaire. La poule pond 10 000 œufs dans sa vie. La grenouille européenne pond 10 000 œufs dans sa vie. Sur ces 10 000 œufs, il y aura 3 adultes qui arriveront à l'âge de la reproduction. Nous sommes la continuité d'une ligne où aucun de nos ancêtres est mort avant de se reproduire. Chacun de nous. C'est quelque chose qui est statistiquement exceptionnel et pourtant nous sommes 8 milliards. Et on peut en tirer un certain orgueil, mais ça retombe immédiatement quand on se rend compte que tout ce que l'on est, on l'est pour vivre ici et sur Terre. Et si nous mourons, c'est pour assurer la plasticité de l'espèce humaine et pour faire en sorte qu'il y ait une évolution possible. Les animaux qui ont un court cycle de vie, l'évolution est plus rapide. Ceux qui ont un long cycle de vie, et puis peut le voir chez les rhinocéros, les animaux qui sont en situation de raréfaction, ont une moindre plasticité dans leur évolution. Et c'est la raison pour laquelle nous mourons. Sur l'intelligence, une pieuvre est un animal remarquablement intelligent, vous l'avez tous vu, des vidéos, mais le problème c'est qu'elle vit 3 ans. Ça limite beaucoup. Nous vivons 70 ans, et puis avec l'âge, nos capacités intellectuelles baissent. C'est très peu. C'est très peu pour comprendre le monde. Et ça fait partie de l'agnosticisme. Il y a la limite de l'intelligence humaine, intrinsèque, mais il y a aussi la limite de notre durée de vie. Le temps d'acquérir, le temps de comprendre, le temps de se poser des questions, et boum, on a 50 ans. Alors je vous propose... Alors comment pense-t-on maintenant ? Penser, c'est comparer. Nous pensons uniquement par analogie. Nous ne pouvons concevoir que des choses qui existent déjà sur Terre ou dans notre univers observable. Un auteur de science-fiction qui crée des extraterrestres, qui crée un monde totalement innovant, féerique, etc., reprend exactement les éléments qu'il voit sur Terre. Les êtres auront 4 pattes, les individus seront en 2 individus. Je prends l'exemple de Fred Hoyle, par exemple, le physicien qui était aussi un auteur de science-fiction, qui a créé le nuage noir. L'être vivant est un nuage qui se déplace et qui, pour faire pression sur les humains, se met entre le Soleil et la Terre. Un nuage, ça existe. Des êtres vivants, le gaz, ça existe. Fred Hoyle n'a rien inventé dans son ouvrage et on ne peut pas inventer. Et ça, c'est un test. Je cherchais un test qui permet de démontrer le caractère fini de l'intelligence humaine, sachant qu'il est difficile de démontrer un caractère fini.
C'est plus facile de montrer que quelque chose est fini. Ce qui est d'ailleurs un des éléments qui font penser aux astrophysiciens que l'univers est infini, c'est qu'ils n'arrivent pas à démontrer qu'il est fini. Et eh bien l'incapacité à inventer et à créer quelque chose qui n'est pas de correspondance dans notre univers actuel est, à mon sens, une limite de l'intelligence humaine. Et comme la poule, comme mes cochons d'Inde, on a des cochons d'Inde au bureau, on prend le cochon d'Inde, on le met à la fenêtre, il voit la circulation, il n'est pas pour autant conscient de la circulation. Alors, l'une de ces conséquences, c'est la physique. En physique, quand un physicien veut expliquer quelque chose à un non-physicien, il utilise des analogies, des images. Et dans la physique quantique, il y a toute une série d'éléments qu'on n'arrive pas à interpréter. Alors il y a la différence entre les mathématiques dans la physique. Alors on va dire, oui, mais il y a les mathématiques, il y a l'outil mathématique. Les mathématiques permettent d'aller plus loin que la simple intuition. C'est comme ça qu'on a découvert l'existence du neutrino et que l'essentiel du modèle standard, la nature de la lumière, le mouvement brownien, etc. Mais là, on arrive à un moment en physique où on ne sait plus interpréter. Alors je vais prendre la physique quantique. Nous aurons une session sur la physique quantique. Ça va être difficile de la faire à 19h, mais bon, quand on a toute une journée de travail. Mais il y a 3 éléments dans la physique quantique qui posent un problème d'interprétation. C'est le fameux paradoxe EPR. Zut. C'était qui? Podolsky, Rosen et Einstein. C'est que les calculs montrent plusieurs choses qui ont été constatées expérimentalement. Le premier, c'est que dans la physique quantique, 2 particules intriquées, lorsqu'elles se séparent, peuvent communiquer ensemble, alors qu'elles sont séparées d'une distance très éloignée, et elles communiquent plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est absolument impossible. Donc l'interprétation que l'on fait, c'est qu'on se dit que ces particules communiquent entre elles à une vitesse plus vite que la lumière, parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas interpréter ce que font ces 2 particules entre elles une fois qu'elles ont été intriquées. Donc on va se dire que si le spin est 1,5 là, le spin là de moins 1,5, le spin de l'autre, et ça a été fait dans un laboratoire en Suisse, le spin de l'autre devient plus 1,5, elle vient de se coordonner, et c'est allé plus vite que la lumière, et il n'y a rien qui passe entre les deux. Donc on a inventé le concept de non-localité. Parce que la localité, on sait ce que c'est. Donc là aussi, on ne peut comprendre que ce que l'on connaît. On ne peut comprendre, on ne peut pas inventer le concept. Dans la physique quantique, il y a également le fait que l'observation modifie le réel. C'est quelque chose d'absolument inouï. On n'a pas touché à l'expérience. On se contente de la modifier, et ça change le réel. Ces limites de l'interprétation sont-elles un constat des limites de notre intelligence? Alors je vais finir en parlant de l'informatique, puisque c'est une des questions. Vous savez qu'en informatique, depuis toujours et encore aujourd'hui, on utilise le langage binaire, le système binaire, c'est-à-dire qu'au lieu, on aurait pu utiliser le système décimal, avec 10 signes de 0 à 9, et puis pour augmenter le comptage quand on code quelque chose, on met le second signe devant, ça donne 10, puis le second, ça donne 20, ainsi de suite. On utilise le système binaire. On a utilisé le système binaire pas par choix, parce que le système décimal est beaucoup plus intuitif. Alors, avec le système binaire, c'est rien, c'est qu'au lieu de la base est 10, la base est 2, et on peut représenter autant de chiffres que l'on veut. Et on fait ça parce que les transistors sont binaires. Ils peuvent faire passer le courant ou ne pas le faire passer. Donc en réalité, il y a une borne qui est 0,5 volts. S'il y a moins de 0,5 volts, on considère que c'est 0. Et il y a toujours du courant dans l'air. Et s'il y a plus de 0,5 volts, on considère que c'est 1. Et à partir de ça, on va se représenter toute la réalité, à partir du binaire. Mais si on a choisi le binaire, c'est pour obéir à ce que sont capables de faire les transistors. Alors, je vais prendre... Ce qu'il faut savoir sur l'informatique, c'est que chaque utilisation de l'informatique a ses propres règles. Ce n'est pas une machine magique, c'est une machine extraordinairement physique. Si on prend par exemple le texte, un traitement texte, on va prendre 3 utilisations de l'informatique classiques les plus utilisées. Le premier, c'est le texte, le second, c'est faire des images fixes ou vidéo, et le troisième, c'est le calcul. Donc le premier, c'est le texte. Dans le clavier, derrière chaque touche, vous avez, quand vous appuyez sur une touche, ça envoie un chiffre correspondant à la touche. Donc pour J, c'est 74, par exemple. Et en binaire, donc les transistors sont sous le J, il y a un courant électrique qui envoie au processeur un chiffre en binaire qui est 74. Le processeur le reçoit, il sait qu'il doit afficher la lettre J. Enfin, il le sait. Il le répercute physiquement, électriquement. Il ne le sait pas, il ne sait rien. Il le répercute physiquement. Et c'est un J qui s'affiche. Et c'est comme ça sur toutes les lettres, et c'est comme ça que fonctionnent tous les traitements de texte, c'est ce qu'on appelle la convention ASCII. On a décidé arbitrairement que le J serait 74, il n'y a aucune raison particulière à cela.
Et c'est comme ça sur tous les textes. Sur les images, vous savez sans doute que chaque écran, les écrans LED, les écrans modernes, sont composés de triplets de LED, donc de petites ampoules, de triplets composés de 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu, donc RGB, red, green, blue, et l'ordinateur, le processeur, envoie un chiffre en binaire à chaque petite LED, allant de 0 à 55. 0, c'est pas de bleu, sur la LED bleue, 255, c'est bleu à fond, et pareil sur la rouge, pareil sur la verte, ça pour les millions de LED qui se trouvent derrière l'écran, et ça donne l'image. Tout ça, c'est simplement de l'électricité qui passe, et le chiffre binaire donne l'intensité de la couleur dans chacune des LED. Voilà comment fonctionne l'écran. Donc il n'y a pas un système informatique central qui gérerait toutes les fonctions d'usage d'un ordinateur. Il y a une spécialisation qui est toujours physique pour chaque utilisation. Alors si on prend le calcul qui évidemment est le plus compliqué, mais vous voyez ce qu'il y a une calculette quand même qui est capable de faire des opérations tout à fait remarquables, beaucoup plus vite que peut le faire un cerveau humain. Et dans une calculette, vous avez ce qu'on appelle l'ALU, qui est l'Arithmetic Logic Interface, qui est grosso modo la même pour tout appareillage électronique à son ALU. Et là-dedans, les opérations sont programmées en dur. Donc, si vous avez l'impression que votre ordinateur calcule comme il va faire un traitement de texte ou vous envoyez de la vidéo. En réalité, non. Le calcul est dans l'ALU, qui est une partie du processeur spécialisé et qui est programmé une bonne fois pour toutes. Alors, vous allez me dire, oui, mais il fait plein d'opérations. Il fait des exponentielles, il fait des polynômes. Eh bien, si vous décomposez les opérations, vous vous rendez compte que par exemple, prenons une opération relativement complexe qui est x puissance quelque chose. Donc vous allez dire je veux une puissance de 15 et je mets un 2. Hop, et il vous donne le chiffre. En réalité, une exponentielle, c'est un même chiffre multiplié x fois. X fois qui est l'exposant, le nombre de fois qui correspond au chiffre de l'exposant. Donc c'est une multiplication. Et une multiplication, c'est quoi ? Eh bien, une multiplication, c'est une somme en réalité. 6 fois 3, c'est 3 fois le chiffre 6. Qu'est-ce qu'une division ? Une division, c'est une suite de multiplication. Donc si c'est une suite de multiplication, on voit bien qu'une division, c'est une suite d'addition. Une exponentielle, c'est aussi une multiplication. Et donc, c'est aussi une suite d'addition. Et si vous regardez un calculateur, vous vous rendez compte que la seule opération qui compte, c'est l'addition. C'est ce qu'on appelle the adder, l'additionneur. Et c'est ça qui est le cœur un peu compliqué finalement dans l'informatique, avec ces portes logiques qui permettent aussi de programmer par ailleurs, et ou exclu, si, etc. Qui ne sont jamais d'ailleurs que des transistors qui disent oui ou qui disent non, hein, pour ces portes logiques qui sont les conditions qu'on met dans la programmation. Voilà. Donc on se rend compte qu'un ordinateur que je ne suis pas est capable de choses qui paraissent très perfectionnées, mais qui en réalité sont simplement du courant qui passe ou qui ne passe pas. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça lui donne des performances extraordinaires, parce que non seulement l'ordinateur est plus rapide quand il calcule, mais il a une bien meilleure mémoire que nous. Parce que pour augmenter la mémoire, il suffit d'augmenter le nombre de transistors. Et quant à la vitesse du calcul, c'est 0,99% de la vitesse de la lumière, qui est le déplacement de l'électron. Et donc évidemment, il va beaucoup plus vite que nous. Et avec la miniaturisation, avec la densité de processeurs qu'on met aujourd'hui de transistors qu'on met aujourd'hui sur un microprocesseur, on arrive à avoir des dimensions de calcul qui sont effectivement extraordinairement performantes. Alors j'en ai fini. Maintenant j'ai des questions que je vais vous poser et on verra si vous y répondez. C'est des questions bêtes et méchantes. La première, si le cerveau utilise aussi le support de l'électron, pourquoi pense-t-il moins vite qu'un ordinateur ? Après tout, il n'y a aucune raison. Ce sont des électrons qui circulent dans les synapses. Et on devrait calculer plus vite que lui, ou au moins aussi vite que lui, puisque finalement on est équipé pareil. Et est-ce que c'est dû au fait que nous on met des supraconducteurs dans un ordinateur, et que le nerf c'est ce que la nature a fabriqué, ce que l'évolution a fabriqué, et peut-être que c'est moins performant qu'un supraconducteur. Peut-être qu'on ne pouvait pas, dans un être biologique, mettre un supraconducteur. Ce qui signifie de graves choses sur la capacité de performance des ordinateurs, l'intelligence artificielle et tout ça. D'autant plus que ces fichus ordinateurs sont connectés entre eux. Donc imaginons, ils ne craignent pas le réchauffement climatique, ils n'ont pas besoin de se reproduire. Alors vous me direz, ils ne s'auto-réparent pas pour le moment. Mais, alors autre question, le cerveau utilise-t-il le binaire ?
Puisque c'est de l'électricité, est-ce que c'est pareil? C'est oui, non, le courant passe ou le courant ne passe pas? Après tout, pourquoi pas? Le cerveau est-il numérique? Fait-il un usage des chiffres? Peut-on augmenter la capacité de mémoire vive et la vitesse de calcul d'un cerveau? Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'imaginable? Pourquoi le cerveau humain, qui est le même que celui des hommes de Lascaux, nous appartenons à la même espèce, nous sommes grosso modo semblables, Lascaux c'est de moins 19 000 à moins 28 000, il y a des débats là-dessus, prenons moins 28 000. Eux dessinaient des lionnes sur des parois, ce qui est une œuvre d'artiste remarquable, mais avec ce même cerveau, nous comprenons le modèle standard, grosso modo, tout n'est pas évidemment... Est-ce normal? Comment se fait-il que notre cerveau, qui a été conçu pour chasser, pêcher, résister aux prédateurs, se protéger contre le froid, arrive à comprendre le modèle standard, arrive à créer la machine LIGO qui a mesuré les ondes, les ondes gravitationnelles, qui sont une déformation de l'espace, c'est-à-dire une déformation de rien. Et bien, cette déformation de rien, d'un millionième de la taille d'un atome, nous l'avons mesurée. Donc les performances technologiques sont absolument inouïes. Et on n'y croit pas d'ailleurs. On a reçu Thibaut Damour, qui est l'un des concepteurs justement des calculs qui sont derrière LIGO. Et j'en ai fini, je vous rassure. Donc la technologie témoigne-t-elle d'une progression de l'intelligence? Comment expliquer cela qu'avec le même cerveau que les hommes de Lascaux, nous puissions faire ça alors que nous ne sommes pas programmés pour ça? Et je finis avec la question la pire. L'informatique est-elle le fruit de l'évolution? Après tout, il n'y a pas de raison. Tout ce qui existe sur Terre jusqu'à présent est le fruit, et qui est vivant est le fruit de l'évolution. L'outil est le fruit de l'évolution, bien entendu. Hein. L'informatique, c'est un outil. Et si on regarde, donc, comme je disais tout à l'heure, les ordinateurs sont-ils les successeurs des formes de vie biologiques? Alors, je vous rassure, je n'attends pas une réponse ferme, mais qui ne craignent pas le réchauffement climatique, qui opèrent en réseau, ce qui laisse des perspectives absolument, évidemment, qui n'a plus besoin de se reproduire, et voilà, est-ce la continuité de l'évolution? Voilà. Ben, je vous remercie, ça fait beaucoup de questions, et voilà, merci beaucoup. Alors je vous en prie, je ne sais plus qui il était prévu de prendre la parole en premier. Je me mets debout. Ouais. Faut maintenir. C'est bon? Oui. Bonsoir à tous. Vous voyez l'écran? Tous, c'est bon? Bon, je suis gênée par ce truc. Donc, je suis Nadira Gallois, je suis docteur en sciences cognitives et neurosciences, neuropsychologue et en 3e année de thèse en sciences de l'éducation à l'Université du Maine. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de pensée et cerveau. Je vais essayer de vulgariser le plus possible pour ne pas perdre les gens, évidemment. Ensuite, mon plaisir sera d'interagir avec vous, donc n'hésitez pas à poser des questions. Ce sera avec un énorme plaisir que j'essayerai de répondre. Voilà, donc si on veut bien commencer, je ne suivrai pas forcément les slides dans l'ordre parce que je voudrais que ce soit quelque chose de vivant, d'interactif. Donc le plan qui m'a été proposé, c'est comment pensons-nous? Qu'est-ce que c'est que la pensée d'un point de vue neuroscientifique? Ensuite, quel est le lien entre l'intelligence et la pensée? L'intelligence humaine est-elle limitée? Donc, grande question. Ensuite, je vous expliquerai comment fonctionne le cerveau. Et pour cela, on va développer 2 points. Le premier point, je vous parlerai de quelques modèles des sciences de la cognition, de l'étude de la pensée, et l'état d'avancée de la recherche. Ensuite, comment la pensée est formée dans les réseaux de neurones. Voilà, donc la première grande question, c'est comment on pense. La pensée n'est pas l'intelligence, et l'intelligence, c'est pas quelque chose qui connaît, mais c'est la personne qui pense qui a l'intelligence. Et plus exactement, en fait, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est le fait de porter son attention sur un objet. Le dénominateur commun
entre les personnes pour mesurer leur intelligence, c'est leur capacité à porter attention aux éléments de leur environnement. C'est à quel point leurs sens sont vifs pour capter les stimuli qui viennent de l'environnement. Et cette capacité à capter les stimuli qui viennent de l'environnement permet quelque chose qui est l'adaptation. Pour moi, l'intelligence est synonyme d'adaptation. Plus vous allez pouvoir vous adapter à votre environnement, plus on va parler d'intelligence. Là, on met bien évidemment un coup dans les tests de mesure classiques de l'intelligence, qui sont les plus utilisés aujourd'hui. Les tests de QI, par exemple, les échelles de Wechsler. Ces tests-là mesurent deux choses. Ils mesurent un QI verbal et un QI performance. Le QI verbal, c'est votre culture générale, en quelque sorte. C'est ce que vous aurez acquis en fréquentant l'école ou votre environnement. Et le QI de performance, c'est votre capacité à intégrer les informations qui vous viennent et à vous adapter. Et c'est celle-ci la vraie intelligence, parce que vous prenez quelqu'un qui n'a jamais fréquenté l'école de la République et quelqu'un qui a fréquenté cette école, vous leur faites passer le test de QI. Ce test de QI vous dira que la personne qui n'a jamais fréquenté l'école, qui a un QI de 60, est débile. On parle en termes psychiatriques, on parle de débilité quand le QI est inférieur à 60. C'est vraiment le vrai terme qui est employé. Donc vous imaginez, alors que la personne peut avoir un QI performance qui est très élevé, et c'est celui-ci normalement qui démontre l'intelligence. Lorsque on entend quelqu'un parler, il faut comprendre les mots que la personne emploie. Parfois, il faut les décrypter, puis on accède aux idées. Et l'intelligence, en fait, ce qu'elle permet, c'est relier, c'est le liant entre les différentes idées. C'est ça, cette intelligence. Et plus vous allez avoir une vitesse augmentée pour relier les différentes idées, plus votre intelligence paraîtra élevée. Il y a une théorie, je pense que vous la connaissez, c'est la théorie des intelligences multiples aujourd'hui, où on définit, précédemment c'était 8 intelligences différentes et maintenant il y en a 9. Il y a une intelligence qui a été rajoutée, c'est l'intelligence existentialiste. Et cette théorie en fait dit qu'on a tous 8 ou 9 intelligences différentes. On les possède tous. Et ces intelligences sont développées à des degrés différents d'une personne à une autre, selon la prédisposition, selon l'environnement, etc. Et cette théorie, pour moi, est beaucoup plus déjà positive, et d'autre part, elle reflète beaucoup plus ce qu'on retrouve réellement aujourd'hui quand on interagit les uns avec les autres. Et aussi, l'intelligence permet de connecter les mots et les idées, c'est ce que je viens de dire, et aussi l'étude du fonctionnement du cerveau nous montre que la connaissance est disposée en plusieurs couches. On a des théories, par exemple, qui montrent comment les concepts, les mots sont construits dans le cerveau. Un concept, par exemple, le concept des oiseaux, va être, on aura les oiseaux tout en haut, ensuite plus on va descendre, plus on va aller vers des choses plus précises, plus spécifiques dans la pyramide de construction de la sémantique des mots. Par exemple, vous avez les oiseaux et tout en bas, vous allez avoir l'espèce, le hara, par exemple, pour le perroquet. Et les atteintes neurologiques montrent parfois qu'on peut perdre
un concept et avoir le mot ou inversement. On peut perdre la capacité à dénommer un mot, mais par contre connaître encore le concept. Et aussi, ce qui est important, je vais un peu plus en avance. Non, c'est pas grave. Juste, je vais vous expliquer comment fonctionne le cerveau pour que vous compreniez la notion de limite cérébrale. Dans le cerveau, en fait, quand vous captez une information, par exemple, je vais mémoriser ce qui se passe là maintenant dans cette salle. Cette information va rentrer dans mon cerveau, va être captée par différents sens, par la vision, par l'audition, etc. Dans mon cerveau, il va y avoir une décomposition de cette information-là. Les informations visuelles vont être envoyées à l'arrière du cerveau, dans les aires occipitales. Les informations auditives vont être envoyées dans les aires temporales, etc. Et lorsque je voudrais remémorer cette information-là, il va y avoir une reconstitution de ce souvenir. Et c'est lors de cette reconstitution de ce souvenir qu'il va y avoir de la subjectivité, par exemple, qu'il va y avoir d'anciens souvenirs qui vont se reconnecter, etc. Parce qu'on va recycler, on va réutiliser des réseaux de neurones qui ont l'habitude de remémorer ce genre d'informations, en quelque sorte. Et c'est là où la pensée s'enrichit, se désoriente en quelque sorte et devient beaucoup plus riche. Et aussi, il y a est-ce que l'intelligence est limitée? Oui et non. Elle est limitée parce qu'on a des ressources attentionnelles limitées. Quand on capte les informations qui nous viennent de l'environnement, notre réseau attentionnel, qui est principalement au niveau du lobe préfrontal, fonctionne comme un goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'on ne peut traiter qu'une seule information à la fois. Par exemple, je perçois ce qui se passe dans la salle, j'ai des informations visuelles, auditives qui arrivent, etc. Mais mon cerveau ne peut traiter, il choisit de traiter, grâce à l'attention qu'on porte, une information à la fois. Toutes les autres informations, si on n'augmente pas notre niveau attentionnel vis-à-vis de ces informations, on devient complètement aveugle à ces informations-là. Je ne sais pas si vous connaissez la vidéo de ce gorille qui danse devant un ascenseur. Et on demande aux personnes de compter le nombre de passes que se font un groupe d'individus qui sont en train de jouer au ballon. On a orienté votre attention vers le comptage du nombre de passes. Et du coup, vous ne voyez pas le gorille qui passe et qui danse le moonwalk dans la vidéo. Ça vous montre à quel point notre attention est vraiment limitée dans le cerveau. Et notamment chez les enfants. Les enfants de 2-3 ans, par exemple, il faut répéter l'information toutes les 2-3 minutes. Et ça, donc, comme les ressources attentionnelles sont limitées, on ne peut pas capter toutes les informations qui nous viennent de notre environnement. Bien évidemment, le fait que les informations qui rentrent dans le cerveau soient limitées, du coup, notre processus attentionnel, notre aussi génération de pensée est donc limitée. Par contre, l'évolution et l'être humain a trouvé tout plein de stratégies différentes pour pallier à ça. Il y a l'épigénétique, par exemple, le fait qu'il y a des modifications dues à l'environnement qu'on va transmettre d'une génération à une autre. Par exemple, le fait que quelqu'un soit performant en tennis, c'est une caractéristique qu'il pourrait transmettre, etc. Et il y a aussi il y a différentes stratégies qu'on va développer pour pallier à ces difficultés, à ces limites de notre cerveau. Donc, quelques modèles des sciences qui étudient la pensée ou des sciences cognitives.
Jean-Philippe. Donc le premier, c'est il y a des théories qui conçoivent le cerveau comme un super ordinateur. Donc la pensée est comme un programme informatique. L'idée de base qui est au cœur de cette théorie, qu'on appelle la théorie computationnelle, est que toute la pensée, même la plus simple, la plus basique, peut être traduite sous forme d'un algèbre mental. Par exemple, c'est ce que fait la TMS, qui est la stimulation magnétique transcrânienne. Mon collègue Sylvain pourrait en parler tout à l'heure, un peu plus. Donc, on stimule, on envoie des stimulations magnétiques dans le cerveau pour pouvoir traduire sous forme de signaux via un ordinateur les informations qu'on aura transmises. Donc une autre théorie qui est le connexionnisme. Donc il y a une rivalité qui tend à s'amenuiser aujourd'hui, mais qui était très vive dans les années 80, entre le modèle connexionniste et symbolique de l'esprit et le combat. L'un pense que l'information est traitée en série, alors que l'autre pense qu'elle est traitée en parallèle, qu'on traite une information à la fois. Dans un cas, les opérations mentales passent par des représentations. Par exemple, un objet est représenté par un signe. Dans l'autre, donc le connexionnisme, postule qu'il n'y a aucune représentation mentale de cet objet. Et pour le connexionnisme, les phénomènes mentaux peuvent être décrits comme des réseaux d'unités simples, interconnectés entre elles. Et la forme des connexions et des unités peut varier selon les modèles. Par exemple, la mémorisation, le langage, etc. Les unités d'un réseau peuvent être représentées par des neurones et les connexions peuvent être représentées par des synapses. Et chaque unité du réseau soit un mot et que chaque connexion soit un indicateur de la similarité sémantique. Et ce qui est très intéressant ici, c'est de rappeler, c'est la théorie de Donald Hebb. Je ne sais pas si vous la connaissez. En tous les cas, Donald Hebb a apporté une énorme contribution dans la compréhension de l'apprentissage. Quand on apprend quelque chose, Hebb disait qu'il va y avoir un ensemble de neurones qui vont décharger tous en même temps. Et ces neurones, du fait qu'ils déchargent tous en même temps, c'est-à-dire produisent un potentiel électrique de la même intensité. Ça va produire un chemin qui va être réemprunté à chaque fois qu'on va être resoumis à cet apprentissage. Et ce chemin va être de plus en plus renforcé. Et ce renforcement va passer par la communication en fait et la création de nouveaux synapses qui vont permettre à l'influx nerveux de circuler beaucoup plus vite, donc l'électricité. C'est comme un muscle en fait qui va devenir de plus en plus fort pour faire circuler l'information. Ça montre l'importance de la répétition lors d'un apprentissage. En fait, le chemin, plus on va répéter cet apprentissage, plus on va passer, par exemple, d'une information qui va circuler dans un petit sentier à une information qui va circuler sur une autoroute. Ça va aller beaucoup plus vite. C'est compris? D'accord. Oui. Ça concerne les deux, parce que le QI performance, c'est également quand on répète un apprentissage. Un apprentissage dans le QI performance, on mesure par exemple le fait de représenter. On vous montre un exemple avec des cubes.
Vous voyez cet exemple et on vous dit il faut me reproduire la même chose. Quelqu'un qui a l'habitude de naviguer spatialement, etc., aura de meilleures performances visio-spatiales. Donc du coup, on peut entraîner ces compétences-là. Elles vont apporter un bénéfice aussi pour ça. Quelqu'un qui navigue, par exemple, dans la jungle, aura une compétence visio-spatiale qui pourra probablement lui servir également à résoudre ces exercices-là. Il y a la notion de transfert qu'il ne faut pas négliger. Donc je ne peux pas répondre de façon manichéenne à ça. Donc, le modèle de la cognition incarnée. Là, je vais vous parler des marqueurs somatiques, de la théorie Damasio, Antonio Damasio, qui vous dit par exemple que lorsque on vit une situation sociale, une situation d'apprentissage, etc., ou quand on prend une décision, on va avoir une production de sensations physiologiques. Et ces sensations physiologiques vont laisser des traces au niveau somatique et puis au niveau cérébral. À chaque fois qu'on sera resoumis à cette situation-là, on va avoir une réactivation de ces traces. Damasio a étudié l'histoire de Phineas Gage. Phineas Gage était un personnage qui s'était pris une baramine dans les années 1880-83. Et lorsque cette baramine, lorsqu'il se l'était prise, elle avait traversé son lobe préfrontal. Et la principale difficulté de Phineas Gage, entre autres des autres difficultés, c'était surtout une difficulté sociale, à s'adapter socialement et à inhiber des comportements socialement prohibés. Il n'hésitait pas, par exemple, à dire ce qu'il pensait des gens, etc. Et surtout, en fait, Phineas Gage n'avait pas de profit, il ne mémorisait pas ce que la décision qu'il avait prise pouvait produire en lui. Il recommençait constamment à prendre des décisions qui le menaient à l'échec, à miser beaucoup d'argent, à dire des choses qu'il ne fallait pas, etc. Et Damasio a développé cette théorie des marqueurs somatiques, comme quoi, quand on prend une décision, ça laisse en nous des marques, et ces marques sont utiles pour ne pas reprendre, ou au contraire, reprendre la décision qui nous a mené à tel ou tel comportement. Si bien qu'il dit qu'il n'y a pas de décision rationnelle, en fait. Ça n'existe pas. Une décision est toujours émotionnelle. L'émotion est très importante pour prendre une décision. Et aussi, cette théorie fait le lien entre le corps et l'esprit. Longtemps, les deux ont été étudiés de façon séparée, voire même l'éducation nationale a longtemps considéré les élèves comme de purs esprits. On ne prend pas en compte les émotions de ces élèves, ou même dans les sociétés. Les émotions sont quelque chose qui dérange. Or, les émotions sont utiles pour prendre les décisions. Les meilleures décisions qu'on prend sont les décisions qu'on prend en contexte de stress, de petit stress. Pas un stress chronologique, mais un stress positif et bénéfique pour prendre les meilleures solutions. Pourquoi ? Parce que votre cerveau voudra toujours revenir à une situation d'homéostasie. Or, le stress est quelque chose qui perturbe cette homéostasie. Homéostasie, c'est-à-dire équilibre. Et il voudra générer des idées pour retrouver son équilibre. Donc c'est pour ça que vous avez une pensée beaucoup plus féconde au moment où vous êtes stressé. Donc mettez un petit peu de pression à vos équipes, elles vous produiront beaucoup plus d'idées. La cognition située ou distribuée,
C'est l'autre théorie qui est également étudiée par les sciences cognitives. Elle envisage la cognition ou la pensée comme un phénomène collectif mettant en relation plusieurs cerveaux ou un cerveau et une machine dans le cadre d'un environnement donné. En fait, c'est l'étude de l'interaction des personnes ou d'une personne avec une machine. Et le savoir est inséparable de l'action et de l'environnement. Et toute connaissance est située dans une activité qui est liée aux contextes sociaux, culturels, physiques. Donc on étudie comment la pensée est générée, comment les personnes interagissent entre elles pour produire un apprentissage, pour produire des idées. C'est ce que on étudie par exemple, cette science est très importante pour comprendre comment améliorer l'échange des idées lors du travail collaboratif, ou encore comprendre comment un enfant va développer un lien avec son environnement affectif. Ce que disent certains pédiatres, c'est que c'est choquant quand on le prend au sens premier du mot. C'est ils disent qu'un bébé et l'attachement de ses parents à ce bébé dépend de la capacité de l'enfant à rentrer en contact avec son environnement. Un enfant qui ne rentre pas en contact avec rentrer en contact avec son enfant d'emblée dès sa naissance n'est pas quelque chose d'inné. Ça dépend de la compétence du parent, mais ça dépend aussi de la compétence de l'enfant à rentrer en contact. Voilà. Et il y a aussi l'apprentissage. Oui. Il y a aussi l'apprentissage vicariant, qui est l'apprentissage par observation, par imitation. Et cette science de la cognition s'intéresse surtout à l'étude des neurones miroirs. Je pense que vous en avez entendu parler, qui sont ces neurones qui permettent en fait d'apprendre l'un de l'autre. C'est, par exemple, je tends la main pour prendre ce micro. Dans le cerveau de l'observateur, il va s'activer le même pattern de neurones que dans mon cerveau à moi. En fait, on va utiliser notre propre système moteur pour comprendre, donner du sens à l'action de l'autre. Parce que je n'explique pas avec des mots, donc du coup, notre cerveau a trouvé des stratégies pour comprendre ce que l'autre est en train de faire. Et quand on ne comprend pas, il va y avoir un basculement vers un autre système qui est le système de la théorie de l'esprit. On va inférer des pensées. Tout de suite, notre cerveau va essayer de combler ce qu'il ne comprend pas par la pensée. Je pourrais vous en parler après si vous voulez. Le dernier, qui est le cerveau et l'évolution, donc c'est la science les sciences cognitives qui étudient l'apport de l'évolution sur le cerveau. Donc il porte surtout sur la finalité et l'ancrage des pensées dans l'histoire de l'évolution. En fait, on parle plus d'épigénétique, par exemple. C'est comment notre cerveau a acquis des comportements pour lesquels il n'était pas prédisposé, pour lesquels il n'a pas les structures cérébrales nécessaires, comme la lecture. Comment notre cerveau parvient à lire alors que dans le cerveau, on n'a pas de structure cérébrale dévolue à cette compétence. En fait, il va créer des liens entre deux régions cérébrales qui existent. Il va recycler des régions cérébrales qui étaient dédiées à d'autres choses pour lesquelles il a ses compétences dès le départ. Pour la lecture, c'est la reconnaissance des visages et la reconnaissance des sons. Il va faire le lien, il va créer des synapses et un réseau de communication neuronale entre ces deux régions. Voilà. Aussi, la psychologie évolutionniste a réhabilité l'idée d'instinct
l'instinct maternel à l'instinct du langage et aux instincts moraux. Tous sont des pulsions et aptitudes sélectionnées par l'évolution humaine pour vivre en société. Tout à l'heure, je lisais quelque chose sur la morale. La morale et le lien avec la notion de pureté. Pourquoi quand on a des mauvaises idées, par exemple, on a envie de se laver. C'est quelque chose qui a été étudié en sciences cognitives. Et cette notion de morale également qui est associée à la pureté, la notion de faute morale qui est associée à des couleurs, etc. C'est quelque chose qui est transmis par l'évolution. Et les enfants à l'âge de 6 ans, par exemple, commencent à s'intéresser beaucoup à cette notion de justice et d'injustice, ce qui est bien et pas bien, etc. Donc c'est quelque chose qui est transmis de cerveau en cerveau. Je pourrais vous parler après de la neurobiologie visuelle, la gestion du stress, etc. Et dernière slide, c'est la notion de modèle interne. Cette notion, en fait, nous indique que notre cerveau fonctionne toujours par prédiction. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, tendre la main pour prendre le micro, avant même que j'ai réalisé cette action, mon cerveau a déjà pris la décision et a sélectionné une espèce de notice de fonctionnement de ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre le but, qui est de prendre le micro. Il a, dans cette notice de fonctionnement qu'on appelle modèle interne, il y a absolument tout ce qu'il faut mettre en place. Ça va de la force qu'il faut dans le muscle jusqu'au débit sanguin pour pouvoir atteindre le but. Et une fois que je l'ai réalisé, il va y avoir un retour d'information vers le cerveau qui va me dire si le geste, l'action a été réalisée bien ou pas bien. Et dans ce retour d'information, il va y avoir éventuellement la correction nécessaire aussi à effectuer pour la prochaine fois. Et c'est comme ça en fait que notre cerveau fonctionne constamment, que ce soit pour la cognition, que ce soit pour l'émotion, etc. Pour tout, on fonctionne normalement, parce qu'il est dit par cette théorie, sur un mode prédictif. Et l'éducation, l'économie, la génétique sont des domaines qui s'intéressent à ce cerveau prédictif dans la gestion, dans la génération de ces modèles internes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je pourrais vous en parler un peu plus profondément. Voilà. Merci à vous. Je pourrais répondre selon mon domaine à moi, qui est la cognition. Donc je suis plus cognitiviste, mais bon, c'est le lien entre tout ça, c'est surtout, à mon sens, je pense que c'est l'attention qu'on porte. Et d'autre part, si on parle d'attention, on parle aussi des organes sensoriels, des organes qui captent les informations de l'environnement. Je pense que c'est ça. Parce que sans ces organes sensoriels, il n'y aurait pas d'entrée des informations dans le cerveau. Comme disait tout à l'heure Pierre, toutes les informations qui rentrent dans notre cerveau vont nous permettre de générer des pensées. Mais ces pensées, en tout un modèle, viennent toutes de notre environnement. Est-ce que ça répond à votre question ou pas? Non. D'accord. On pourrait en parler, on pourrait parler. Qui se disputent entre elles, oui, j'imagine. Bien sûr, oui. Comment les différents... Il faut l'approcher, c'était bon. Oui. Là? C'est bon? Allez, d'accord. Le mien n'a pas. Des fois, il peut y avoir un décalage de quelques minutes. Oui, entre l'anticipation et la décision, enfin l'arrivée à la conscience de la décision. Oui. Non, ma question était aussi, vous avez chaque modèle est une grille d'analyse
de comment le cerveau fonctionne. Comment on réconcilie effectivement où chacun est dans son silo et continue son chemin sans regarder ce que font ceux d'à côté, ou est-ce qu'il y a des moyens de réconcilier ou de choisir quel modèle on prend par rapport à quel type de questions on se pose sur le cerveau? Il y a maintenant de l'interdisciplinarité qui se crée, mais par contre, pendant très longtemps, les courants ont été chacun son église, chacun sa direction pour faire sa prière, malheureusement, oui. En physique aussi, tu as des écoles différentes sur la gravité. Dans tous les domaines. Il y a les boucles, il y a la gravité quantique à boucle, il y a les cordistes, etc. Et actuellement, personne ne peut dire qui a raison. Ils ont peut-être tort tous. Ou tous raison. Oui. Je pense qu'on entend... Ah oui, c'est pour la vidéo. Oui, je reviens sur le modèle de la cognition incarnée qui me paraît un peu différent des autres, notamment pour répondre à la question qu'on se pose ce soir. Quand on dit que, donc, je comprends qu'il y a des traces dans le corps des expériences qu'on a vécues avant et qui servent aux décisions futures. En fait, c'est pas dans le corps qu'elle se trouve. C'est le corps produit des réactions physiologiques. Il y a l'émotion. Cette émotion, en fait, va produire des réactions physiologiques. Et ces réactions physiologiques qui vont être mémorisées par le cerveau. Donc les traces sont dans le cerveau, là. Oui, c'est ça. Mais du coup, alors, parce que moi, je connaissais effectivement l'idée qu'on est incapable de décider sans émotion. Et ça, d'ailleurs, on peut l'expérimenter soi-même. Enfin, c'est pas... c'est presque du vécu, ça. Et du coup, est-ce qu'on peut en déduire qu'un ordinateur ne peut pas décider? Enfin, quand on parle de décision informatique, c'est pas une décision, parce qu'il n'y a pas d'émotion. Donc c'est une optimisation, c'est un calcul, mais je pense que ça me paraît clé pour arriver à toucher du doigt la différence entre l'informatique et puis le cerveau humain. Oui. Pour moi, en fait, la plus grande problématique des ordinateurs et de toutes les machines, aujourd'hui on essaye de remplacer des enseignants par des machines, etc. Il y a une part de leur travail qui peut être effectivement remplacée parce que les machines sont meilleures, mais par contre une autre part qui ne pourra jamais être remplacée. Et cette part qui ne pourra jamais être remplacée, c'est la capacité à s'adapter à son environnement, à interagir avec les autres, à prendre en compte des signaux que la conscience ne perçoit pas forcément. Là, je fais référence notamment aux neurones fuseaux. Ces neurones qui fonctionnent 20 fois plus vite que les autres neurones. Ils sont plus gros, ça explique pourquoi ils fonctionnent plus vite, mais aussi, ils sont capables de détecter la moindre mimique sur le visage de quelqu'un. Et ça nous donne ce qu'on appelle l'intuition. Parce que ça n'a pas le temps, ils vont tellement vite que ça n'a pas le temps d'arriver au lobe préfrontal, donc à la conscience. Et tout ça, c'est partagé par plein d'espèces. Bien sûr, oui. De la même manière chez un chimpanzé, chez un chat, etc. La menace, on la comprend. D'ailleurs, l'espèce qui a les plus gros et le plus grand nombre de neurones fuseaux, ce sont les baleines. Et elles ont une empathie beaucoup plus grande que les êtres humains. Oui. Bon, bah vas-y, parce que... Alors moi j'ai une question sur un peu plus métaphysique. Oui. Je considère, c'est toute la matière. Elle existe depuis le Big Bang. On est d'accord? Donc nos corps, c'est de la matière qui existe depuis le 7,5 milliards d'années. Si on considère que la conscience et l'intelligence, c'est le résultat de l'activité de la matière, pourquoi est-ce que toute la matière qu'on voit ne manifeste pas ça? Pourquoi est-ce que le vivant manifeste la conscience et pas une voiture, par exemple? Mon point, c'est de dire... Pour moi, le cerveau, l'activité qu'on voit dans le cerveau, en fait, elle est, quand on voit les neurones bouger, ce serait plus l'esprit, quelque chose. Bouger?
communiquer. Communiquer, enfin oui. s'activer, ce serait D'accord. l'équivalent de doigts invisibles, entre guillemets, qui appuieraient sur nos neurones comme nos doigts à nous appuient sur un clavier. Et qu'on constate ensuite l'activité sur le PC, quoi. Donc en fait, on serait la conscience, enfin que l'activité du cerveau ne serait que le reflet de quelque chose d'invisible qu'on appellerait esprit. Ça, c'est mon point de vue. Et du coup, si on considère que l'intelligence est limitée dans le sens où le traitement se fait un par un, une chose après l'autre, est-ce que néanmoins cette partie de nous qui serait invisible n'évoluerait pas dans un champ de conscience infini, et que bien qu'on puisse comprendre les choses une à une, il nous est donné de pouvoir tout comprendre néanmoins. Là, il faut faire la distinction, je pense, entre ce qui est conscient et ce qui n'est pas conscient. On a conscience de certaines pensées et d'autres pensées qui nous échappent, d'autres pensées ou d'autres produits, d'autres activités du cerveau. La conscience, pour moi, c'est le fonctionnement du lobe préfrontal. C'est le système attentionnel qui fonctionne effectivement un par un. Mais par contre, il peut y avoir une sélection de modèles internes, mais dans le lobe préfrontal, il décide de ne pas lui attribuer suffisamment d'attention. Et à ce moment-là, ça reste dans l'inconscient. Mais le cerveau a quand même sélectionné, a quand même travaillé. Voilà, c'est aussi... Mais il aurait travaillé comme un processeur aurait travaillé une fois qu'on Exactement, appuie des touches. c'est ça, oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, pour reboucler un petit peu avec la thématique, et est-ce que le cerveau humain et quelles sont ses limites, moi j'avais une question, puisque vous êtes sur la partie cognitive. On a tous entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, de dire qu'on n'utilise qu'un pourcentage limité de notre cerveau, etc. Alors, est-ce que c'est vrai? Et est-ce que, je sais pas n'importe quoi, les 90% qu'on n'utilise pas, ça serait parce qu'on ne sait pas les faire fonctionner, parce qu'on n'a pas eu encore d'évolution, ou est-ce que finalement on est déjà au bout, ou est-ce que c'est cognitif ou intelligent? Merci Pierre. C'est un neuromythe. C'est un neuromythe, comme quoi on utiliserait 10% de notre cerveau. C'est complètement faux. En fait, on utilise tous 100% de notre cerveau. Comme cette question aussi de l'inné et de l'acquis, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'inné et de l'acquis, qu'est-ce qui détermine l'intelligence de quelqu'un, etc. C'est 100% l'environnement et 100% l'inné qui décide de l'intelligence de quelqu'un. C'est l'un et l'autre. Pareil pour le cerveau, on utilise toutes nos facultés, mais par contre, l'environnement, si on n'est pas dans un environnement stimulant, on peut ne pas développer son potentiel. Et on peut développer un fort potentiel si, au contraire, on est dans un environnement stimulant et qu'on a une capacité innée qui n'est pas très grande. Voilà. Je vous en prie. Merci à vous. Bonsoir. Alors, je m'appelle Sylvain Hanneton. Moi, je suis docteur en biomathématiques. Et en fait, je suis entre deux laboratoires. J'étais au laboratoire de psychologie de la perception. C'est une erreur sur le diapo. Pour rejoindre l'Institut des sciences du sport santé de Paris maintenant. Il y a beaucoup de choses que je vais raconter qui sont en lien avec la présentation précédente, évidemment. J'ai essayé de répondre aux questions qu'on m'a transmises. Et la première, c'était: informatique et intelligence sont-elles de même nature? Voilà. Alors, je vais commencer par questionner cette question, parce qu'en fait, elle est un peu ambiguë, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir d'un côté académique ou du côté plutôt du langage commun. Du côté académique, se poser cette question sur la nature de l'intelligence, c'est en fait une question plutôt philosophique.
la nature, ça veut dire de quelle substance est fait la pensée et de quelle substance est fait le calcul de l'ordinateur. Après, dans le sens commun, c'est plutôt est-ce que ce sont les mêmes mécanismes, les mêmes processus. Alors, dans son sens académique, la nature de la pensée, c'est une question philosophique. Et la discipline de la philosophie qui s'intéresse à ça, c'est ce qu'on appelle la philosophie de l'esprit. Donc, dans ce cadre, c'est l'étude de la nature de l'esprit, des événements, des fonctions et des propriétés mentales de la conscience, etc. etc. Donc si on s'intéresse au système informatique, on peut se dire, est-ce qu'un système informatique peut être doué de quelque chose qui ressemble à l'intelligence? Alors la réponse là est oui. On en a la preuve de plus en plus avec l'essor de l'intelligence artificielle. Par contre, à la question l'intelligence d'un système informatique est-elle de même nature que la pensée humaine, là la question est beaucoup plus compliquée et ça relève vraiment d'une question philosophique. Alors je remercie d'ailleurs une des personnes qui a posé la question sur les petits doigts qui appuient sur les neurones, puisque en fait d'un point de vue philosophique, il y a plusieurs attitudes possibles et les trois principales sont celles que j'ai illustrées ici. C'est-à-dire qu'on peut considérer, se placer dans trois cas. Je vais commencer par celui-là. Donc on peut imaginer finalement que la réalité n'existe pas et que tout ce que l'on perçoit, tout ce que l'on sent est le fruit de notre esprit, de notre imagination. Donc cette attitude-là revient à considérer qu'il n'existe qu'une seule essence, qui est une essence spirituelle dans le monde. C'est ce qu'on appelle un monisme, une seule chose, mono, spiritualiste. A l'inverse, on peut considérer en fait que il n'y a qu'une seule substance qui existe, c'est la matière, le monde matériel, et que la pensée, le monde de la pensée, c'est une illusion subjective, et que ça n'existe pas, le monde de la pensée. On parle là de monisme matérialiste. Donc la personne qui a posé la question, visiblement, est plutôt spiritualiste. Ah oui, non, c'est vrai, je me trompe. La troisième attitude, c'est de dire, bah voilà, en fait, les deux coexistent. Il y a un monde de la matière, par exemple les neurones, les molécules, les atomes, et puis un monde de la pensée. Et ces deux mondes appartiennent sont de substances différentes. Mais elles communiquent, puisque l'esprit agit sur le corps, et le corps influence la pensée. On a parlé de l'influence de l'émotion dans les décisions, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dualisme, duo, deux substances. Et donc ce monsieur est visiblement dualiste. Dans ce cadre-là, eh bien, on ne peut pas répondre à la question. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est une question de croyance. On peut être plutôt dualiste, moniste spiritualiste, ou moniste matérialiste. C'est une question philosophique qui est débattue encore beaucoup à l'heure actuelle. Alors, par contre, pour répondre à la question posée au sens commun, eh bien, on va ici, par facilité, adopter une approche matérialiste. C'est-à-dire dire, voilà, en fait, la question en fait, est est-ce que ce que font les ordinateurs, les processus de l'intelligence artificielle, sont analogues, se déroulent de façon tout à fait similaire à ce qui se passe dans notre cerveau. Je vais passer sur la suivante. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, donc c'est-à-dire l'idée de produire des systèmes intelligents, on distingue deux stades classiquement d'intelligence artificielle. Il y a le stade de l'intelligence artificielle faible, donc un système artificiel capable de résoudre des problèmes précis avec une efficacité comparable à celle de l'être humain. Donc ça, c'est le premier niveau de l'intelligence artificielle. Et puis il y a le second niveau, le niveau fort, le niveau supérieur, qui est de construire des systèmes qui ont un comportement intelligent, mais aussi qui sont capables d'avoir, par exemple, une conscience de soi, des sentiments ou des émotions.
Donc la question en particulier, c'est où en est-on aujourd'hui par rapport à ces niveaux d'intelligence artificielle? Alors, dans la présentation précédente, vous avez entendu déjà parler de l'hypothèse du cerveau-ordinateur. Cette hypothèse, elle est apparue à peu près dans les années 60, en raison de la convergence des idées dans différents domaines scientifiques, les neurosciences, les sciences du langage, et puis aussi les sciences de la communication, les mathématiques. C'est la période où on commence à construire des ordinateurs qui ont des puissances de calcul intéressantes. Et cette hypothèse du cerveau-ordinateur, elle a été exprimée en particulier par un monsieur qui s'appelait John von Neumann, qui a fait une conférence un jour sur cette thématique. Donc cette conférence, en fait, le papier a été publié en 1958. Donc, à partir de ce moment-là, on commence à investiguer l'idée qu'on pourrait construire des machines intelligentes sur des bases matérielles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un ordinateur, il est constitué d'une partie qui est complètement matérielle, c'est-à-dire l'électronique. Dans cette électronique, on va introduire un programme. Le programme est introduit dans une mémoire. Ce programme, il est constitué d'une liste de symboles qui peut être réduit à des 1 ou des 0. Mais ce programme, il est un peu différent du côté matériel, c'est-à-dire du hardware, dans le sens qu'il peut être stocké sur différents supports. Le programme, il est indépendant du support. On peut stocker un programme d'ordinateur, une application par exemple, dans la mémoire d'un téléphone portable, sur une clé USB, sur un DVD par exemple. Voilà. On aura toujours la même suite de symboles. Donc ce qui différencie le hardware du software en informatique, c'est le fait que le programme, le côté programmation est indépendant du support. Si on transfère cette métaphore dans le cerveau, hein, donc là on est en train de discuter de l'hypothèse du cerveau-ordinateur, quel serait l'équivalent? Au niveau du hardware, on aurait donc les tissus neuronaux avec les neurones, les connexions, et tout cela appartient vraiment au monde matériel. Alors où seraient stockés les programmes? Donc l'approche la plus, je dirais, partagée actuellement en neurosciences, c'est l'approche connexionniste. C'est-à-dire que finalement, la façon dont doivent fonctionner ces réseaux est codée dans les connexions entre les neurones. C'est-à-dire dans la façon dont un neurone va influencer le comportement d'un autre neurone. Mais c'est pas en chiffres, c'est pas codé en chiffres, parce qu'un processeur, il n'y a que des chiffres binaires. Il n'y a rien d'autre dans le processeur. Et dans les synapses, il n'y a pas de chiffres. Alors dans les synapses, en fait, a priori, non, il n'y a pas de chiffres. Hein. Mais déjà, si on dit il y a une synapse ou il n'y a pas de synapse, ça fait déjà un 1 ou un 0. Hein. Donc on peut imaginer qu'il y ait des chiffres, ou alors qu'il y a des synapses qui sont 10 fois plus fortes que d'autres synapses. Hein. Donc la question du nombre n'est pas centrale. Ouais. Non. Tout à fait, là ça, on a un 1, un 0 et un moins 1 par exemple. On a des neurotransmetteurs qui permettent d'activer, de transmettre le potentiel d'action à un autre neurone, ou au contraire d'arrêter le comportement, l'activation. Donc ça pourrait être 1, 0, comme dans le SAS, quand on fait de la programmation. Alors on reviendra après sur cette question de la communication entre les neurones. Alors, donc si on poursuit, on investigue encore cette hypothèse, finalement comment on pense que ça marche dans le cerveau à l'heure actuelle. Alors le cerveau, vraiment en quelques chiffres plutôt que quelques mots. Donc ce cerveau il consomme environ 20 watts, hein, l'équivalent d'une petite ampoule électrique. Il comporte 100 milliards de neurones. C'est un nombre gigantesque.
mais aussi d'autres cellules, comme les cellules gliales, dont je reparlerai plus tard. Ces neurones, ils établissent 100 000 milliards de connexions. Alors là, le chiffre devient vraiment inconcevable. On ne peut pas se le représenter, on n'a pas l'habitude de se représenter dans notre esprit des chiffres aussi grands. À propos de la façon dont fonctionne le cerveau, il y a une sorte de dogme. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cerveau, donc, il y a des neurones. Donc, le neurone, c'est la cellule spécialisée du cerveau. Elles sont particulières parce que ces neurones sont capables de produire des signaux électrochimiques, les potentiels d'action, qui voyagent rapidement dans des fibres neuronales. Alors rapidement, bien moins rapidement que l'électron, puisque dans une fibre non myélinisée, c'est 1 mètre par seconde, et c'est 10 ou 20 fois plus dans une fibre myélinisée, c'est-à-dire que la vitesse maximale, elle est à peu près de 20 mètres par seconde, ce qui est ridicule par rapport à la vitesse de l'électron. Chaque neurone n'a qu'un seul axone et ne synthétise et libère qu'un seul type de neurotransmetteur. Donc, en fait, les signaux vont voyager depuis le corps cellulaire, les dendrites, vers le bout de l'axone, c'est-à-dire le bout de la fibre neuronale, pour ensuite éventuellement activer des synapses. Donc, chaque neurone communique avec à peu près 10 000 autres neurones. Alors, c'est un chiffre un peu supérieur, mais c'est un ordre de grandeur. Et donc, le dogme, c'est que l'information transite par des décharges électrochimiques, les potentiels d'action. Donc, l'hypothèse globale que l'on fait, c'est que notre cerveau apprend en modifiant l'efficacité des synapses via notre expérience du réel. Si on essaie de résumer vraiment comment ça marche, ce serait quelque chose comme ça. Alors, maintenant, comment ça se passe dans les algorithmes d'intelligence artificielle récents? Vous êtes peut-être au courant, il y a un essor absolument gigantesque de l'intelligence artificielle qui va s'inviter dans notre quotidien. C'est déjà présent, mais de plus en plus. Comment ça marche? Donc, je vais essayer de résumer en quelques diapositives, ce qui n'est pas simple, comment ça marche. Donc, c'est quoi un algorithme d'intelligence artificielle? C'est un programme informatique qui apprend à résoudre un problème par un apprentissage. Donc il fait comme nous, il apprend. Ce programme utilise des paramètres dont les valeurs sont optimisées. Donc petit à petit, au cours de l'apprentissage, normalement, l'algorithme fonctionne de mieux en mieux. La plupart du temps, il apprend en utilisant des exemples. Donc il faut lui fournir des exemples. Et lorsqu'il a appris à donner des réponses correctes, c'est-à-dire à la fin de l'apprentissage, ce qu'on lui demande surtout, c'est d'être capable de généraliser ce qu'il sait faire à des situations qu'il n'a pas rencontrées. Parce qu'évidemment, s'il ne sait donner des bonnes réponses que lorsqu'on lui présente toujours les mêmes exemples, ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'automatisme. Alors, on distingue deux types d'apprentissage. Il y a l'apprentissage supervisé. Donc, dans ce cadre, dans le cadre de l'apprentissage supervisé, un humain va dresser l'algorithme. Qui va lui dire les bonnes réponses, et si l'algorithme se trompe, corriger l'algorithme. C'est assez simple à comprendre. Et puis il y a l'apprentissage non supervisé, où là l'algorithme est censé apprendre tout seul par son expérience d'un environnement, la structure de l'environnement, les règles, et comment il doit répondre à des modifications dans cet environnement. Pour l'instant, ce que l'on sait faire, c'est surtout l'apprentissage supervisé. Ce qui marche, tous les algorithmes utilisés par Facebook, Google, etc., ceux qui sont utilisés dans la vie quotidienne sont des algorithmes qui utilisent cet apprentissage supervisé. Donc, alors, pour résumer comment ça marche, imaginons qu'on veuille construire un programme qui reconnaisse les chats, la présence d'un chat dans une image. On donne à l'algorithme l'image, c'est-à-dire les valeurs de tous les pixels qui sont présents dans l'image. En fait, pas tout à fait tous, hein, je ne rentre pas dans les détails. L'algorithme va produire une sortie et par exemple, il dit non, il n'y a pas de chat. S'il n'y a pas de chat, le superviseur va dire mais non, il y a un chat.
Donc il y a une erreur ici, qui est produite par l'algorithme. Donc l'étape suivante, c'est de dire, il y a une erreur, donc ça c'est grâce au superviseur. Et donc, s'il y a une erreur, il faut qu'on modifie la structure de l'algorithme. Et puis ensuite, on représente l'exemple suivant, etc., etc., etc. Donc vous voyez comment on peut dresser l'algorithme à ne plus faire d'erreur. Toute la question, c'est comment on le modifie à partir des erreurs qui sont observées. Alors, il y a plusieurs types d'architecture dans les algorithmes d'intelligence artificielle utilisés actuellement, mais le plus utilisé ou le plus connu sont les réseaux de neurones formels. Alors évidemment, le nom déjà, réseau de neurones, fait penser au cerveau. Donc comment ça marche ces réseaux de neurones formels? Eh bien, vraiment en quelques mots, ce sont des structures avec des neurones qui sont en général organisés selon des couches. On présente à l'algorithme des entrées qui sont des valeurs, des nombres. Donc, par exemple, ici, il y a 3 entrées. Donc on va mettre par exemple 0,9 ici, 0,2 là et moins 1,7 ici. Les couches traitent ces nombres et vont produire des réponses. Ici, il y a 4 sorties. Donc on va créer un algorithme qui, lorsqu'on lui rentre 3 valeurs, va proposer 4 valeurs en sortie. Et donc, comment apprennent ces réseaux? En modifiant, on va voir la force des connexions entre les unités de calcul. Donc ces unités de calcul sont des neurones artificiels, neurones formels. Donc j'en ai représenté un ici. Chaque neurone possède des entrées qui sont là encore des valeurs et produisent une seule sortie. Donc vous voyez le parallèle avec le neurone biologique, c'est-à-dire que le neurone biologique, lui aussi, il a plein d'entrées, les synapses, et produit une seule sortie qui est l'axone, enfin le potentiel d'action dans l'axone. Alors, je ne rentre pas dans les détails, le calcul qui est fait ici est assez simple. Il y a vraiment un calcul pas compliqué. Simplement, la propriété qu'a ce neurone, c'est qu'il va accorder plus ou moins d'importance aux entrées qu'on lui présente. Par exemple ici, vous voyez que la dernière entrée, j'ai dessiné une ligne fine pour dire, dans le calcul, cette entrée-là ne va pas avoir beaucoup d'importance. Cette entrée-là, par contre, avec la grosse flèche, va être beaucoup plus prise en compte. Et la première entrée va être prise en compte de façon moyenne. Et la façon dont le neurone prend en compte les entrées, c'est ce qu'on appelle les poids synaptiques. C'est le poids qu'on va accorder à chaque entrée dans le neurone. Donc, on présente des valeurs en entrée. Les neurones de la couche suivante vont prendre ces valeurs en compte en fonction des poids synaptiques. Donc là, les valeurs dans la première couche sont calculées. On transmet ces valeurs à la seconde couche, même type de calcul, etc., jusqu'à la sortie. Donc il y a des couches, des étapes de traitement, mais ces étapes ne mettent en œuvre que des calculs très simples. Ce qui est adapté, et là où est stockée la connaissance dans le réseau, c'est-à-dire l'intelligence, ce sont les poids synaptiques, qui changent tout le temps au fur et à mesure dans l'apprentissage. Donc, toute la connaissance de l'algorithme est représentée dans ces poids synaptiques. Alors évidemment, au début, lorsque le réseau commence à apprendre, il va produire des erreurs. Et la question vraiment très complexe, c'est la suivante. C'est-à-dire, comment, lorsque le réseau fait une erreur, eh bien, on va changer, adapter les valeurs des poids synaptiques pour que la fois suivante, il fasse moins d'erreurs. Et cette question-là, elle a occupé les chercheurs en intelligence artificielle pendant 30-40 ans. Alors, je vais juste faire un petit historique dans la diapo suivante. En fait, ici, oui, tu peux appuyer. Ce modèle de réseau de neurones est né en 1957. Donc ça fait, oui, si, ça fait un moment. Ça s'appelait le perceptron. Il avait qu'une couche. Donc, c'est la première fois qu'une architecture comme ça a été proposée. En 1969,
il y a 2 chercheurs américains qui montrent que ça ne marche pas bien avec une seule couche, et donc il faudrait plus de couches. Mais on ne sait pas faire apprendre des neurones à plusieurs couches. 1986, on trouve un algorithme qui s'appelle l'algorithme de backpropagation, qui permet de modifier les couches intermédiaires. Donc on peut mettre plusieurs couches, donc on peut faire des choses là vraiment qui commencent à être vraiment intéressantes. Mais ça ne marche pas super bien. C'est pas très performant. Et on a du mal à passer à des applications concrètes parce que les performances sont à 80% de réussite, 85% de réussite. C'est pas suffisant, par exemple, dans l'industrie. Et donc il se passe un bon moment avant que on découvre des moyens d'améliorer la backpropagation, mais ça dure très longtemps. Pendant cette période, les réseaux de neurones ont perdu beaucoup de leur notoriété, ont été presque abandonnés. Mais grâce à l'obstination de certains chercheurs, ils ont petit à petit été améliorés. Et il a fallu un événement pour déclencher la prise de conscience, c'est en 2011. Un algorithme gagne une compétition de reconnaissance de forme, de reconnaissance d'image, et cet algorithme bat à plat de couture tous les autres, et il utilise un réseau de neurones. Et donc là, on prend conscience qu'on a fait des progrès dans le domaine, et les réseaux de neurones reviennent sur le devant de la scène. Et donc c'est l'histoire d'une obstination, et en particulier d'une obstination française, puisque un des chercheur qui a fait progresser cette question, c'est Yann Lequin, qui est maintenant chez Facebook. Et donc là, à partir de 2011, des algorithmes appelés de deep learning commencent à prendre leur essor. On peut passer, celle-là c'est autre chose. Alors, donc ça va, je vais très vite, hein, mais j'espère que je vais vous faire comprendre un petit peu comment ça marche dans les réseaux de neurones artificiels. Donc vous voyez le parallèle entre le neurone biologique et le neurone artificiel, il est quand même relativement fort. Donc il y a beaucoup de réussites récentes en IA pour ces réseaux de neurones. Alors je vais passer vite, hein, vous connaissez ces choses-là, hein, dans l'identification des objets, des visages dans les images, la reconnaissance de la voix, la reconnaissance des émotions, l'aide au diagnostic en imagerie médicale, l'aide à la conduite ou la conduite autonome pour les véhicules, les assistants intelligents. Et puis surtout, très récemment, on est capable de créer des réseaux de neurones qui sont dans un processus de créer des concepts ou des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que non seulement ils sont capables d'apprendre des exemples, de généraliser, mais encore d'aller plus loin, c'est-à-dire de créer des visages ou des photos d'appartements qui n'existent pas et qui ressemblent pourtant très fortement à des choses qui sont de l'ordre du réel. Donc, par exemple ici, j'ai choisi un exemple parmi d'autres. C'est ce qu'on appelle les neurones, les réseaux de neurones. Je ne sais pas comment on traduit en français. Alors réseau de neurones génératif, adversial, adverse, opposé, hein, en compétition en fait. Donc là ici c'est un réseau de neurones qui est capable en fait d'imaginer comment une personne sera dans 40 ans. Donc, ou d'imaginer, si vous prenez une personne de 50 ans, comment elle était à l'âge de 15 ans. C'est une forme d'anticipation, d'imagination. Alors évidemment, pour comparer les performances de l'intelligence artificielle à celles de l'humain, la meilleure façon de faire, c'est de les opposer et de voir qui gagne. Ça aussi, vous connaissez sans doute. Ça a été fait pour les jeux les plus complexes, les jeux de société les plus complexes au monde. D'abord les échecs. Et donc ça s'est mal terminé pour l'homme, hein, puisque le dernier grand combat, c'était en 2006, où Deep Fritz bat Kramnik, 4 parties à 2, comme Deep Blue avait battu Kasparov. Mais les échecs, c'était pas assez simple. On est passé au jeu de Go qui est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de possibilités de configuration possibles. Et là encore,
l'homme est battu à bas de couture. En 2016, AlphaGo devient le meilleur joueur du monde. De très très loin. De très 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 loin. Et récemment, 2017, DeepMind, qui est l'entreprise de Google, présente AlphaZero, qui est capable d'apprendre à jouer au Go, aux échecs ou à ce que vous voulez, du moment qu'il connaît les règles. Ce programme parvient en quelques heures à battre les meilleurs programmes existants. Donc là, on l'a mis en compétition avec les meilleurs programmes de jeu existants. Donc là, en fait, AlphaZero est capable notamment de se battre contre lui-même pour progresser. Alors non, non. Alors c'est pas non supervisé, puisque le superviseur peut être aussi, dans ce cas-là, une autre version d'AlphaZero. Mais il a besoin quand même de se confronter à des parties qui ont été jouées au moins au départ, évidemment. Parce que si vous confrontez deux joueurs qui connaissent rien, ça marche pas. Mais est-ce que la performance là n'est pas la mémoire? Parce que dans le jeu d'échecs, Deep Blue avait enregistré un maximum de parties. Oui. Et on sait bien qu'un joueur d'échecs mémorise énormément de parties. Alors, en fait, Deep Blue, c'était de l'intelligence artificielle, je dirais, industrielle, avec beaucoup de mémoire, effectivement. C'était pas du tout, je crois qu'il n'utilisait pas de réseau de neurones. Par contre, AlphaZero, AlphaGo, là, c'est autre chose. Hein, c'est pas une question de mémoire. C'est vraiment... Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas seulement. Si, il y a beaucoup de stockage, mais pas seulement. Donc, où en est l'intelligence artificielle? En ce qui concerne l'intelligence artificielle au sens faible, alors là, le contrat est rempli, hein, puisque maintenant, dans beaucoup de domaines, les algorithmes sont plus puissants, plus rapides, plus fiables que l'être humain. Mais, donc attention. Alors, j'ai 3 observations. D'abord, on n'a pas d'architecture intelligente omnipotente, c'est-à-dire qui peut faire, ou pluripotente, qui peut faire plusieurs ou toutes les tâches possibles. Les algorithmes d'intelligence artificielle sont conçus, optimisés, adaptés par leurs créateurs. Et ils sont efficaces, en général, dans l'accomplissement d'une seule tâche précise. Deuxième point, encore à l'heure actuelle, l'intelligence des systèmes d'intelligence artificielle provient en partie de l'intelligence de leurs créateurs. Par le choix de l'architecture utilisée, en fait, il y a plusieurs types de réseaux de neurones. Par la nécessité de créer des bases de données organisées, quand on fait apprendre, par exemple, des systèmes à reconnaître des chats dans des images, il faut une base de données avec des chats ou des images où il n'y a pas de chat, et il faut pour chaque image dire s'il y a un chat ou pas. Ça, il faut bien que l'humain le fasse. Donc, on construit des énormes bases de données qui sont organisées, structurées, annotées par des humains. Et on en a besoin. Ensuite, les développeurs utilisent des espèces de recettes, de bidouilles, pour améliorer l'algorithme. Et ils font ça au feeling, ils testent, ils voient si ça marche. Alors, si ça ne marche pas, ils changent de bidouille, mais ils interviennent comme ça sur le processus de création de l'algorithme. Alors, ça s'appelle par exemple le dropout, le unit pruning, le weight decay. Tout ça, c'est des petites recettes qu'on va mettre ou pas en fonction de est-ce que ça marche ou pas. Et ça, c'est l'intelligence humaine qui choisit, qui prend la décision. Et puis ensuite, beaucoup de paramètres de l'apprentissage doivent être définis à la main. C'est-à-dire que, par exemple, le taux d'apprentissage, qui est un des paramètres majeurs, on va le régler au début, pas trop haut, mais un petit peu quand même haut. Et voilà. Donc il faut un peu choisir au feeling. Et là encore, c'est l'intelligence humaine qui choisit. Et alors le troisième point, qui nous ramène un petit peu à la notion d'intelligence artificielle forte, c'est que, pour l'instant, les systèmes d'intelligence artificielle ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils peuvent percevoir des choses, prendre des décisions, créer des concepts même, mais ce n'est pas comprendre. Par exemple, ils ne sont pas capables de s'auto-programmer. Ils ne sont pas pour l'instant très efficaces au niveau de l'apprentissage non supervisé. Il leur faut un superviseur.
Et surtout, un système d'intelligence artificielle n'a pas d'accès déclaratif à son fonctionnement. Vous pouvez expliquer, par exemple, à votre fils ou votre fille comment on fait des pâtes. Et ça, c'est intelligent d'arriver à faire ça, à transmettre un savoir-faire, une façon de faire. Un algorithme d'intelligence artificielle, vous avez vu, souvent c'est des valeurs distribuées dans des poids partout dans un réseau. Comment transmettre ça à un autre système intelligent? Donc voilà, donc j'ai essayé de répondre à la première question qui était sur la comparaison entre la nature de la pensée et la nature du fonctionnement de l'intelligence artificielle. Alors je ne sais pas si j'ai le temps de continuer. Une dizaine de minutes, ça ? On va essayer. Alors, cette deuxième partie, c'est un prolongement de la question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une autre voie pour faire des systèmes intelligents? C'est-à-dire, pas partir d'algorithmes, mais partir du cerveau humain. Donc l'autre voie, ce serait carrément d'essayer de copier le cerveau dans une machine. Et c'est presque rendu possible par le développement d'une technique récente qui s'appelle la connectomique. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc cette approche alternative, c'est de dire on va construire des outils qui imitent au plus près le fonctionnement des neurones et du cerveau, et on va voir si ça pense, si c'est intelligent. Donc c'est une forme de rétro-ingénierie du cerveau humain. L'idée, c'est de créer un cerveau synthétique. Alors, cette démarche, elle date, elle a toute une histoire. On a commencé dans les années 90 à créer ce qu'on appelait les réseaux de neurones biologiquement plausibles. C'est-à-dire, plutôt que de faire des neurones formels qui font des calculs, eh bien, on construisait des modèles de neurones avec des synapses, des molécules, des ions qui voyagent, des potentiels d'action qui se mettent en place, etc., etc. Donc on essaye de reproduire vraiment le fonctionnement du neurone au plus près, par le calcul. Donc des simulations de neurones biologiques. Donc il y avait divers programmes qui existent toujours d'ailleurs. Avec ces programmes sont nés des projets donc de copier dans un ordinateur une partie ou un cerveau entier, en suivant ce principe. Donc 2005, le Blue Brain Project avec IBM. En 2013, le Human Brain Project, qui est un peu la suite. Et en 2005, et puis naissance du mot connectome. Autre événement, en 2009, création de SpikeNet, qui commercialise à l'heure actuelle une puce qui s'appelle la puce Akida, qui est complètement destinée à ça, c'est-à-dire à reproduire, à simuler le fonctionnement de réseaux de neurones, mais là des neurones qui font des potentiels d'action. Alors la connectomique appartient à cette démarche. L'idée, c'est quoi? C'est de non seulement être capable de simuler des neurones biologiquement plausibles, mais aussi, forcément, il faut établir la carte des connexions entre ces neurones. Donc, tout le problème est de visualiser dans le cerveau humain toutes les connexions possibles entre tous les neurones. On a vu qu'il y en avait, je ne sais plus, mais 10 puissance 14. Donc, on va passer à la suivante. Alors, comment on peut construire un connectome? Chez l'humain, on utilise l'IRM. Je ne vais pas rentrer dans les détails, des techniques particulières de l'IRM. Donc des images médicales, des coupes de vrais cerveaux. Et on utilise aussi des logiciels de traitement très puissants, capables de reconstruire le trajet des fibres dans ce cerveau, et notamment en utilisant l'intelligence artificielle. Et ce domaine de reconstruction des fibres s'appelle la tractographie. Par exemple, on a réussi à produire le connectome complet du cerveau de la mouche. Vous pouvez le consulter en ligne, ça s'appelle le projet Virtual Fly Brain. Alors ça doit être virtualflybrain.org, mais vous avez tout accessible en ligne. Alors ça donne quoi? Ça donne ce genre de choses.
Ici, j'ai choisi 2 images assez simples. C'est le trajet des fibres de matière blanche, c'est-à-dire les nerfs hein, qui parcourent l'intérieur du cerveau, avec une vue plutôt... comment on appelle cette vue, je ne sais pas, vue de dessus, et puis une vue latérale. Et vous pouvez voir ici hein, ces espèces de fils qui représentent le trajet des connexions neuronales. Alors attention, là c'est de la connectomique macroscopique, c'est-à-dire que en fait, une fibre représente des dizaines, des centaines, des milliers d'axones de neurones. On n'a pas accès au trajet individuel, mais ce sont des grandes voies de connexion. Donc du coup, on en sait un peu plus aussi sur la structure interne du cerveau. Et on s'est aperçu qu'on avait à la fois des connexions longues, donc des grosses régions qui vont contacter d'autres régions, mais aussi des connexions plus courtes, des connexions locales. On s'est aussi intéressé au lien entre la façon dont le cerveau est connecté et le comportement. Par exemple, il y a un article qui a investigué les différences de connectomique entre les hommes et les femmes. Avec des résultats qu'on peut discuter, bien sûr, hein, sur l'origine de ça, mais chez les hommes, la connectivité est plus forte dans les réseaux qui sont impliqués dans les fonctions motrices, sensorielles et exécutives, alors que chez les femmes, on trouve une connectivité plus élevée dans les réseaux associés aux tâches cognitives, sociales, d'attention et de mémoire. On a aussi regardé du côté du lien entre connectome et gestion des émotions. Donc on parlait des marqueurs émotionnels. Et on a parlé tout à l'heure aussi tous les deux du cortisol. De multiples zones corticales sont liées anatomiquement aux glandes surrénales. Alors ça, c'est une grosse découverte, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de connexions neuronales qui vont influencer l'activité des glandes surrénales. Et les glandes surrénales, ce sont les glandes qui produisent le cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress. Et les plus grandes zones de connexion sont celles qui sont impliquées dans la cognition et l'affect, c'est-à-dire les zones cérébrales qui sont impliquées dans les mécanismes cognitifs et les mécanismes affectifs. Ce sont ces zones-là qui vont vraiment beaucoup influencer le comportement de la glande surrénale. Alors qu'est-ce que donne cette approche, l'idée de copier le cerveau dans un ordinateur? Eh bien en fait c'est pour l'instant plutôt un échec en termes de savoir si on peut obtenir un comportement intelligent d'apprentissage, des choses intéressantes. Par exemple, le Human Brain Project, il a eu beaucoup de soucis, il a été critiqué et ses objectifs ont été revus. Donc maintenant, l'objectif, c'est surtout d'essayer de mieux connaître le cerveau ou le système nerveux par ce travail de rétro-ingénierie. Ce n'est plus vraiment d'essayer de recréer quelque chose de pensant. Donc voilà, j'ai mis une phrase en anglais qui vient de la direction du Human Brain Project, où ils avouent que finalement, reconstructing and simulating the human brain is a vision target. C'est-à-dire c'est un objectif lointain hein, maintenant. C'est plus un objectif affiché. Alors pourquoi cette approche est en échec? Parce que d'abord le projet est très complexe. Il y a différents niveaux, cellulaires, moléculaires, tissulaires. Des freins technologiques énormes. La puissance de calcul, le stockage des données. 10 puissance 14 connexions. On n'a pas encore de disques durs qui sont capables de stocker ça. Mais surtout, en ce moment, la recherche en neurosciences semble avancer moins vite que la technologie informatique. Alors là, c'est un peu mon opinion, mais c'est peut-être pas vrai exactement. Mais en tout cas, il y a un décalage. Parce qu'en fait, il faut bien se dire que on ne sait pas tout du fonctionnement du cerveau. Il faut faire attention, en science, à chaque époque, les gens ont prétendu
savoir presque tout. Mais c'est pas vraiment le cas. Hein. On se pose quand même quelques questions. Alors je vais juste, pour terminer, montrer les points qui posent problème. Hein. Qu'est-ce qui reste un peu mystérieux? Alors d'abord, je vous ai dit tout à l'heure, dans le dogme neuronal, eh bien, il y a ce neurone, cette cellule qu'on rend responsable de l'essentiel du traitement fait dans le cerveau. Mais on s'est aperçu récemment que les cellules gliales, qui sont les autres cellules présentes dans le cerveau, eh bien, elles intervenaient, elles interagissaient avec les neurones, et de façon très importante. Donc, le rôle du neurone, il est un peu là challengé. Deuxièmement, on s'est aperçu également que ces fameuses synapses, c'est-à-dire la connexion entre les neurones, eh bien, elles n'étaient pas toutes vraiment des synapses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de synapses qui, en fait, ne contactent pas d'autres neurones. Donc ces synapses libèrent dans l'espace intercellulaire des neurotransmetteurs. Et on ne sait pas à quoi ça sert. Et elles sont en quantité très importante. Là, ici, par exemple, ce sont des neurones de l'hippocampe. Eh bien, on a parfois 93% des synapses qui ne sont pas des boutons qui connectent des neurones. Hein, donc, qui libèrent des neurotransmetteurs sans qu'on sache vraiment comment ces neurotransmetteurs interviennent dans le fonctionnement du cerveau. Et puis, alors, il y a d'autres choses un peu plus problématiques. D'abord, le cerveau a aussi une activité ondulatoire. Il y a des ondes d'activité qui rythment le fonctionnement cérébral. Et ça, on n'arrive pas bien à connecter cette activité ondulatoire avec l'activité des neurones individuels. On ne sait pas comment ça se propage dans le cerveau et à quoi vraiment ça sert. Par exemple, les ondes alpha se déclenchent quand on se réveille doucement, mais sont aussi présentes dans les mécanismes de l'attention. Donc ces ondes alpha sont le signe d'une activité attentionnelle et pourquoi et à quoi elles servent. Et puis alors il y a des choses beaucoup plus discutées. Alors par exemple, donc là je vais beaucoup plus loin et je suis très prudent quand je parle de ces choses-là parce que c'est un peu pour ouvrir à d'autres choses. Mais on a parlé de physique quantique tout à l'heure, donc allons-y. Des expériences montrent que les cellules et donc les neurones produisent de la lumière, des photons à très basse intensité. Et certains chercheurs ont émis l'hypothèse que ces photons, cette lumière, était un mode de communication entre les cellules, qu'on ne connaissait pas. Alors ça s'appelle les biophotons, la biophotonique, une hypothèse qui est extrêmement contestée, hein, donc je la cite vraiment comme ça. Et puis vous avez aussi des théories qui impliquent le comportement quantique des molécules, notamment la théorie de l'esprit quantique, émise par un chercheur très connu qui s'appelle Penrose, où l'idée serait que les phénomènes quantiques, comme les propriétés d'intrication et de superposition d'états, permettraient d'expliquer des phénomènes comme l'émergence de la conscience, et aussi peut-être des modes de communication beaucoup plus rapides que les potentiels d'action qui se déplacent à 20 mètres par seconde dans notre cerveau. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que j'ai pas été très intéressant. trop... Je trouve que c'était très synthétique et très pédagogique. Absolument. Et merci beaucoup. De rien. Et on va passer à des... Voilà. Vous voulez des questions ou vous avez des questions ou ça a été complet et on va manger et prendre un verre? On va manger et prendre un verre. Juste un point, on voit sur les ondes électromagnétiques qui sont un peu le parent pauvre actuellement. Donc on pense sur l'informatique, c'est des électrons. Et là, on voit l'apparition, donc l'onde alpha, c'est une onde électromagnétique, des photons. Non, c'est une onde électromagnétique, l'onde alpha? Alors l'onde alpha, c'est une onde d'activité. Ah, donc, ok. elle est enregistrée via des ondes électromagnétiques produites par le réseau. Mais c'est une onde de progression d'activité dans les neurones. D'accord. Donc pas électromagnétique. Okay. Bah, j'ai rien dit. Bon, on va aller manger, merci beaucoup. Et je sens que... De manière à 9h30, on est foutu dehors, normalement.